Alors que la santé du roi Charles est au centre de l'attention et que l'avenir du trône prend un air d'incertitude, une autre figure élabore discrètement une stratégie pour les années à venir. La reine Camilla, la monarchie, malgré d'innombrables bouleversements politiques et sociaux, a longtemps apporté à la Grande-Bretagne une continuité rare et un ancrage de stabilité que peu d'institutions peuvent revendiquer. Mais pour préserver cette stabilité, surtout alors que le souverain se retire progressivement, il faut une main directrice, à la fois ferme et adaptable. Et Camilla, qui est passée du nombre autrefois controversé à une reine confiante, semble se préparer précisément à ce rôle. Ce qui ressort, c'est que sa stratégie n'est pas marquée par de grandes déclarations ou des gestes théâtraux, mais plutôt enracinée dans quelque chose de profondément personnel. La perspective d'une mère de 2 fils, une femme qui a vécu sous le plus dur examen public, et quelqu'un qui comprend la valeur profonde de la protection, de la création d'un espace sûr pour la prochaine génération. Dans le monde royal, où chaque pas est observé, disséqué et jugé par le public et la presse, Camilla sait que la véritable stratégie ne consiste pas à contrôler le regard, mais à s'assurer que les gens croient que la couronne reste assez forte pour guider la nation à travers l'incertitude. La récente réapparition de la princesse Diana dans les gros titres, grâce à une lettre perdue depuis longtemps à la princesse Anne, ne fait qu'ajouter une autre couche de complexité. Diana, l'éternelle princesse du peuple, façonne encore la façon dont le public perçoit la monarchie aujourd'hui. Et tandis que les spéculations tourbillonnent, la lettre était-elle un appel à l'aide au sujet de son mariage ou un secret confié uniquement à Anne? Camilla fait face à son propre test. Comment éviter d'être éclipsée par l'immense ombre de sa prédécesseur, tout en se taillant un rôle qui soit distinct, résilient et durable? La princesse Diana, la princesse bien-aimée décédée dans un tragique accident de voiture en 1997, était connue pour sa grâce, sa beauté et sa compassion. Cependant, elle était aussi une femme qui a fait face à d'innombrables défis au sein du palais royal. Bien qu'elle ait présenté une image de princesse parfaite au public, seuls quelques-uns connaissaient ses problèmes, parmi lesquels, selon certaines informations, la princesse Anne. Bien que le monde ne soit peut-être pas au courant de leurs liens étroits, la lettre perdue de la princesse Diana à la princesse Anne a révélé une amitié partagée avec une compréhension émotionnelle et personnelle. Mais quel était exactement le contenu de la lettre de Diana à Anne? Restez avec nous pendant que nous dévoilons son contenu. La découverte surprenante de la lettre de la princesse Diana à la princesse Anne a captivé les gens avec différentes spéculations et rumeurs concernant le contenu de la lettre de la princesse. Certains suggèrent que la lettre contenait des informations sur Camilla Parker B.S., l'ancienne maîtresse du prince Charles, et la femme que la princesse Diana appelait la 3e personne dans son mariage. D'autres croient qu'il s'agissait d'une confession personnelle des problèmes de Diana avec la dépression et ses luttes contre la boulimie, car elle se sentait isolée et émotionnellement épuisée par l'absence continue de Charles dans sa vie et dans la vie de leur fils. Cela a fait que Diana s'est confiée à quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance dans les murs du palais, puisque les secrets de la famille royale restaient au sein de la famille. Cependant, toutes ces spéculations étaient incorrectes. Les lettres ne concernaient pas Camilla ou les problèmes de santé personnelle de Diana, mais autre chose. Les lettres de Diana n'étaient pas comme des notes décontractées, mais une expression intime et sincère de ses pensées les plus profondes. Notamment, ces lettres étaient datées entre les années 1980 et 1990, marquant une période tumultueuse dans la vie de Diana où elle luttait contre les exigences de la guerre royale en ligne, un mari infidèle, un père absent pour ses enfants, une solitude écrasante. Alors que le mariage de Diana se détériorait, elle s'efforçait de maintenir une parfaite composure en public, et elle s'est tournée vers l'écriture comme moyen d'expression, une façon de se vider l'esprit.
Elle était loin de se douter que ces lettres seraient un jour partagées avec le public. Mais pourquoi Anne? Pourquoi Diana a-t-elle choisi Anne, parmi toutes les personnes de la famille royale, pour partager ses pensées les plus intimes? Restez à l'écoute pendant que nous explorons la relation entre la princesse Diana et la princesse Anne. La relation entre la princesse Anne et la princesse Diana. La relation entre Diana, la princesse de Galles, et la princesse Anne, la princesse royale, a longtemps été sous les projecteurs, beaucoup se demandant à quoi ressemblait le lien entre les deux belles-sœurs. Selon l'auteur royal Ingrid Seard, la tension entre Diana et Anne existait avant que Diana n'épouse le prince Charles. Dans son livre Prince Edward, Seward a révélé un incident qui s'est produit vers la fin de la semaine d'Ascot en juin 1981, à peine un mois avant le mariage de Diana. Diana avait senti l'apathie d'Anne envers elle et, voulant faire bonne impression, s'est rendue à la crèche de la Tour de la Reine, où Anne s'installait avec son fils, Peter, qui avait 3 ans à l'époque, et sa fille, Zara, âgée de 4 semaines. Diana a salué la princesse Anne respectueusement en disant « Madame, comme c'est merveilleux de vous voir ». Cependant, Anne a senti qu'elle était prétentieuse et a ignoré sa salutation. Au lieu de cela, elle a regardé Diana avec un regard dédaigneux. Diana, mal à l'aise face à la force brûlante du mépris d'Anne, a fui la pièce. Ce début difficile a caractérisé leur relation avec tension et incompréhension. L'un des facteurs importants qui a affecté leur relation était la différence d'âge. Anne avait 11 ans de plus que la femme de son frère, Diana, et se serait sentie éclipsée par Diana, s'inquiétant que sa belle-sœur, de plus d'une décennie sa cadette, la fasse paraître déconnectée. Mais comment Diana a-t-elle fait paraître Anne déconnectée? La princesse Diana a fait en sorte que la princesse Anne se sente déconnectée avec son approche émotionnelle, qu'Anne trouvait irritante. Cela a fait dire à Anne une fois « Partout où elle va, le drame suit ». Cela était dû à la présence de Diana dans les gros titres des médias, ce qui contrastait avec le comportement pragmatique d'Anne. Anne a pris les devoirs et les responsabilités royales comme une priorité, avec moins de soucis de l'attention des médias. Anne se plaignait de l'attention que Diana attirait de la part de la presse. Cependant, Diana a ignoré toutes les plaintes d'Anne, car elle utilisait son charme et sa connexion émotionnelle pour s'engager avec le public. Le VIH ne rend pas les gens dangereux à connaître. Vous pouvez donc leur serrer la main et leur faire un câlin. Dieu sait qu'ils en ont besoin. Un exemple significatif de ceci a été pendant l'épidémie de VIH-Sida, quand Diana a enlevé son gant pour serrer la main aux patients atteints du VIH devant les caméras. Cette photo est devenue très célèbre, car elle a gagné l'admiration du public. Mais comme Anne l'a dit, Diana est toujours venue avec le drame. Dans les années 1970, avant que la princesse Diana ne fasse partie de la famille royale, la princesse Anne a reçu la distinction de membre de la famille royale le plus travailleur. Cependant, plus dans les années 1980, avec la ruée médiatique et la popularité de Diana, le récit a changé. Même si Anne faisait 4 fois plus d'apparitions royales que Diana, l'attention restait sur Diana, qui était enceinte du prince William. Tous les médias étaient consumés par la fièvre du bébé royal à son apogée. Les médias ont ignoré la princesse Anne, qui était occupée par une tournée royale aux États-Unis. Au lieu de demander à Anne des informations sur son voyage, les journalistes étaient plus intéressés à poser des questions sur Diana. Il est intéressant de noter qu'Anne a appris la naissance du prince William pour la première fois par une équipe de presse. Et lorsqu'ils l'ont interrogée pour obtenir une réaction, elle a dit brutalement qu'elle n'était pas au courant que Diana avait accouché. La réaction d'Anne était prévisible car elle avait une personnalité pragmatique et directe. Cependant, elle est devenue frustrée lorsque les médias ont fait pression sur elle pour qu'elle fasse une déclaration sur ce qu'elle ressentait à l'idée d'être une tante.
et tout ce qu'elle avait à dire, c'est qu'il y avait trop d'agitation autour du nouveau bébé. Cela a montré sa frustration face à la façon dont les médias prêtaient peu d'attention à son travail royal diligent, mais étaient pris par le bébé de Diana. Cela a mis en évidence la différence dans la façon dont les deux femmes abordaient leurs responsabilités royales. Anne, une femme pragmatique dévouée à ses devoirs royaux, faisait ce qui devait être fait sans chercher l'attention des médias. Alors que Diana aimait l'attention qu'elle recevait avec son charme, la différence dans leurs approches et leur personnalité a conduit à des étincelles de tension. Un initié du palais a révélé un jour que Diana était intimidée par Anne et que Charles n'a jamais fait beaucoup d'efforts pour aider sa nouvelle femme à se lier avec sa sœur. Cependant, ce n'était que le début. Plusieurs autres événements ont élargi le fossé dans l'amitié entre Diana et Anne. Restez avec nous pendant que nous en découvrons davantage. En 1982, lorsque le prince William est né, on s'attendait à ce que la princesse Anne soit la marraine du premier-né et futur héritier du prince Charles et de la princesse Diana, le prince William, d'autant plus que Charles était le parrain de son fils, Peter Phillips. Cependant, Anne n'a pas obtenu le poste. On a affirmé que Charles était d'accord avec l'idée que sa sœur devienne la marraine de William, mais Diana n'était pas favorable à cette idée, et Anne a donc été écartée. Charles a assuré à Diana qu'elle serait la marraine de leur prochain enfant. Cependant, le moment venu, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lorsque le prince Harry est né en 1944, Anne s'attendait à assumer le rôle de marraine de Harry, mais elle a été snobée à nouveau pour la deuxième fois. Au lieu de cela, Diana a choisi sa meilleure amie et ancienne colocataire, Caroline Bartholomew, justifiant sa décision en disant qu'elle voulait un parrain pour un enfant de sexe masculin. Cette décision a accru le fossé entre Diana et Anne a refusé d'assister au baptême du prince Harry qui s'est tenu au château de Windsor. Au lieu de cela, la princesse Anne et son mari ont envoyé un message disant qu'ils ne pourraient pas assister à l'événement, mais qu'ils arriveraient plus tard dans la journée. Il est intéressant de noter que la princesse Anne organisait une chasse chez elle à Gloucestershire, alors que le prince Harry était baptisé avec des coups de feu à 100 mètres de là, à Gatcombe Park. L'absence d'Anne n'est pas passée inaperçue, et Anne n'était pas la seule à être contrariée par la décision de Diana. Le père de Charles, le prince Philippe, était également agacé par la décision et ne parlait apparemment pas à son fils Charles au moment du baptême. La décision de Diana concernant les parrains de son fils a davantage tendu sa relation avec Anne. Pourtant, malgré ces tensions, ces femmes partageaient certaines similitudes. Dans la biographie d'Andrew Morton, Diana a mentionné que malgré les rumeurs, elle et Anne s'entendaient très bien. Bien qu'elles n'étaient pas les confidentes l'une de l'autre, elles se respectaient et s'entendaient bien. Contrairement à ce que les tabloïds présentaient souvent, jetons un coup d'œil aux similitudes entre les deux femmes. Diana et Anne partageaient toutes deux un fort engagement envers les œuvres caritatives et le service public. Diana s'est concentrée sur des causes telles que la sensibilisation au sida, les campagnes contre les mines terrestres et les visites régulières dans les orphelinats et les hôpitaux. De même, la princesse Anne a défendu de nombreux engagements caritatifs en coulisses, comme la défense des questions de santé, du bien-être des enfants et du sport équestre. Elle partageait également de fortes personnalités indépendantes. Diana était une femme ouverte d'esprit qui aimait son indépendance et a rompu avec la tradition royale en portant des tenues plus décontractées et en s'engageant auprès du public de manière pratique, une approche que les membres de la famille royale suivaient rarement dans les années 1980 et 1990. La princesse Diana a redéfini ce que signifiait être royale avec son approche de la royauté. De même, Anne est connue pour sa forte volonté et son attitude pragmatique, se concentrant sur ses devoirs royaux et se présentant comme une femme indépendante et concentrée. Une autre similitude frappante
était leur expérience des difficultés conjugales. L'image de mariage parfait de Diana avec le prince Charles s'est terminée par un divorce. Eh bien, nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu bondé. Le mariage d'Anne avec le capitaine Mark Phillips s'est également terminé par un divorce. Les 2 femmes ont été confrontées à des défis dans leur mariage et à un examen minutieux grâce aux médias. Bien que l'histoire de la princesse Diana ait été sous les projecteurs, car elle était considérée comme une icône mondiale par beaucoup malgré leurs difficultés conjugales, les 2 femmes n'ont pas laissé la situation prendre le dessus, car elles sont restées dévouées à leur rôle et responsabilités. En fin de compte, malgré leurs différences et leurs moments de tension, Diana et Anne partageaient certaines qualités qui montraient leur lien unique. Mais quel était le contenu possible de la mystérieuse lettre? Restez à l'écoute pendant que nous approfondissons les luttes de Diana au sein de la famille royale pour comprendre ces luttes. Les luttes de Diana au sein de la famille royale ont commencé peu après son mariage avec le prince Charles. Bien qu'il y ait eu des signes avant-coureurs des luttes auxquelles elle serait confrontée dans le mariage. Quels étaient ces premiers signes? Continuez à regarder pour le découvrir. 2 semaines avant le mariage de Diana et Charles, Diana est tombée sur un bracelet dans le bureau de Charles, gravé des lettres GF, que l'on croyait être l'abréviation de Gladys et Fred, les surnoms de Charles et Camilla l'un pour l'autre. Lorsque l'homme de confiance de Charles, Michael Coburn, est arrivé au bureau, il a constaté que Diana avait ouvert la boîte, découvert le bracelet et était devenue jalouse. Notamment, Camilla a continué sa liaison avec Charles même après leur mariage. Cependant, avant la liaison de Camilla avec Charles, peu après le mariage extravagant, la tension est montée entre les tourtereaux royaux. Alors que le public et les médias se concentraient sur Diana plutôt que sur Charles lors de leur première tournée royale après leur lune de miel, Charles s'est senti éclipsé par Diana avec des milliers de personnes alignées des 2 côtés des rues pour apercevoir le couple. Diana saluait d'un côté, tandis que Charles s'occupait de l'autre. Cependant, du côté de Charles, il y avait des soupirs et des gémissements audibles de la part des gens, car ils voulaient de voir Diana à la place. Ils ont donné des bouquets à Charles, lui demandant de les transmettre à sa femme. Cela a créé des sentiments de jalousie chez Charles. L'obsession des médias pour Diana a encore alimenté le ressentiment de Charles. Lorsque Charles prononçait des discours sur une question qui lui tenait à cœur, comme l'environnement, ou sur une cause caritative, à son grand désarroi, les reportages des journaux du lendemain étaient dominés par des photos de Diana, avec des commentaires sur sa coiffure, son poids et ses vêtements, et souvent des spéculations sur le fait de savoir si elle était enceinte, sans aucune mention de son discours. Charles, qui était autrefois sous les projecteurs, était maintenant traité comme secondaire. Charles n'a pas pris cela à la légère, car il était frustré par l'attention des médias sur Diana. Mais cela ne s'arrête pas là. En plus de l'attention du public et des médias, Diana a lutté avec son mariage car Charles était rarement à la maison. Il était occupé par ses devoirs royaux et passait du temps avec Camilla car ils avaient renouvelé leur liaison. Et Diana était consciente que la connaissance de la relation de Charles avec Camilla avait aggravé la santé émotionnelle de Diana. Elle avait le cœur brisé et la situation semblait empirer alors qu'elle souffrait de dépression post-natale après la naissance du prince Harry. Cependant, personne dans la famille royale ne l'a soutenue, car il la considérait comme une personne en quête d'attention. Cela a rendu Diana distante et isolée de tous les autres, et elle a dû faire face à ses luttes seule. Cependant, l'isolement de Diana a mené à autre chose. La boulimie, un trouble de l'alimentation caractérisé par une alimentation excessive suivie de vomissements. La famille royale a vu cela comme une preuve supplémentaire du désir d'attention de Diana, ne comprenant pas qu'elle avait développé la boulimie à cause de la liaison de son mari avec Camilla. Malgré les difficultés conjugales de Diana, elle a maintenu une image publique du mariage parfait, assistant à des événements publics avec Charles
et remplissant ses devoirs royaux. Cependant, lorsqu'il voyageait à l'étranger, il menait des vies séparées, séjournant dans des chambres différentes au même étage. Diana a essayé de faire fonctionner son mariage car elle craignait ce qui arriverait à ses fils si elle demandait le divorce. Pourtant, l'attention de Charles était concentrée sur Camilla, ce qui a finalement conduit à la rupture de leur mariage. La professeure de danse de Diana, Anne Allen, se souvient de moments où Diana fondait en larmes pendant les cours, révélant son désespoir de rendre Charles heureux et sa frustration face à son infidélité. Pour faire face à ces luttes, Diana se tournait parfois vers l'écriture, déversant ses pensées et ses émotions sincères dans ses lettres manuscrites. Restez à l'écoute pendant que nous dévoilons le contenu des lettres de Diana. Les autres lettres de Diana. En 1984, seulement 10 jours après la naissance du prince Harry, la princesse Diana a écrit une lettre intime à la gouvernante de ses parents, Violet Collison. La lettre disait « C'était très gentil de votre part d'avoir offert un si beau cadeau à Harry. Nous avons été extrêmement touchés. Je ne saurais trop vous remercier pour les bavoirs. » Diana a également ajouté « William adore son petit frère et passe tout son temps à lui prodiguer un nombre infini de câlins et de baisers. Cependant, aujourd'hui, la relation de William et Harry est loin des câlins et des baisers chaleureux et plutôt glaciale. » Une autre lettre manuscrite datée du 21 octobre 1981 a été écrite à l'encre bleue sur du papier à en-tête portant un sceau royal estampillé. Elle se lit en partie. « Cher Monsieur et Madame Pendry, 6 juin, un petit souvenir de notre jour de mariage, que j'espère que vous aimerez. » Signé Diana. Au verso, une autre lettre a été écrite à Collison. Il s'agissait d'une lettre recto, verso écrite sur du papier à en-tête du palais de Buckingham pour remercier Collison pour un cadeau d'anniversaire daté du 8 juillet 1981, 3 semaines avant le mariage royal. Lady Diana Spencer de l'époque a également noté que tout le monde est frénétiquement occupé ici à faire des décorations de dernière minute. La future mariée est restée assez calme. Il est intéressant de noter que dans une autre lettre, Diana a écrit au sujet de son divorce avec le roi Charles, se confiant à Collison. « Si j'avais su il y a 1 an ce que j'avais vécu en traversant ce divorce, je n'aurais jamais consenti. C'est désespéré et laid. » Dans une autre, elle a écrit « Il est parfois trop difficile de garder la tête haute, et aujourd'hui je suis à genoux, et j'aspire juste à ce que ce divorce se fasse, car le coût possible est énorme. » Les lettres de Diana étaient sincères et remplies d'émotions brutes, offrant un aperçu de ses luttes. Ces lettres ont également révélé l'appréciation de Diana pour les petits cadeaux et les actes de gentillesse qu'elle a reçus de ceux qui l'entouraient. Mademoiselle Collison, quant à elle, appréciait sa relation avec Diana, car elle a conservé de nombreuses lettres de Diana, car elles ont entretenu une correspondance. Le 30 juillet 2024, plusieurs lettres de Diana à Mademoiselle Collison ont été vendues aux enchères chez Sorters Auctioneers dans l'Essex. Les articles mis aux enchères étaient une collection confidentielle de 32 lettres et cartes très personnelles écrites par la princesse de Galles. Parmi eux, il y avait des cartes de Noël familiales signées et des souvenirs d'événements clés liés à la vie de Diana, tels qu'une invitation personnelle au mariage royal, un billet pour les funérailles de Diana et une correspondance pour son service commémoratif. Un article notable était une carte de vœux signée de 1981 avec la photo de mariage du prince Charles et de Diana vendue pour $3 900. À la fin de la vente aux enchères, plus d'une douzaine de lettres et de cartes de Diana à l'ancienne gouvernante de sa famille ont été vendues pour un total de $51 815, même après sa mort. La mémoire de la princesse Diana est restée chérie par des millions de personnes dans le monde entier.
La vente aux enchères des notes et des lettres de Diana a montré son influence durable et la façon dont elle avait profondément résonné auprès des gens. L'héritage de la princesse Diana était plus que son rôle de membre de la famille royale, car il englobait le genre de femme qu'elle était de son vivant. Jetons un coup d'œil à ce qui fait de la princesse Diana la princesse bien-aimée qu'elle reste à ce jour. L'héritage de la princesse Diana, quelle a été votre première impression d'elle? Eh bien, je me souviens avoir pensé à quel point elle était une jeune fille de 16 ans très joyeuse, amusante et attirante. L'héritage de la princesse Diana perdure jusqu'à ce jour, car sa compassion et son plaidoyer pour les personnes vulnérables ont fait d'elle la princesse du peuple bien-aimé. Parmi ses œuvres les plus notables, on peut citer ses efforts révolutionnaires dans la sensibilisation au sida. Diana a remis en question la façon dont les gens considéraient les patients atteints du VIH-Sida, en dénonçant le mythe selon lequel ils pouvaient être transmis par contact physique, car elle a fait quelque chose qu'aucun membre de la famille royale ne ferait. La princesse Diana a pris ses gants et a serré la main d'un patient atteint du sida. Cet acte simple mais puissant a contribué à améliorer l'image des patients atteints du sida dans les années 1980. Le service plus large du Middlesex Hospital est le seul service spécialement conçu pour le sida en Grande-Bretagne. L'hôpital a estimé que la visite de la princesse valait toute la propagande gouvernementale réunie. Diana a ensuite ouvert la première unité du Royaume-Uni, spécialement conçue pour le sida à l'hôpital Middlesex de Londres, axée exclusivement sur les soins aux personnes atteintes du virus. Tout comme le projet de sensibilisation au sida, la princesse Diana a également attiré l'attention du monde entier sur la lèpre. Il est certain que, à cet égard, à l'approche de la venue de la princesse Diana, c'était « portera-t-elle ou non des gants ?» Et elle n'en a pas porté. Je veux dire, je crois qu'elle ne le ferait pas. Et elle a été à la hauteur de ce que je crois qu'elle connaissait les faits. Elle a rendu visite à des patients atteints de lèpre et a établi un contact physique avec les personnes touchées par la maladie afin de dissiper le mythe selon lequel la lèpre pouvait être contractée par le toucher. En 90, avant une visite en Indonésie, Diana est devenue mécène de la Leprosy Mission, une organisation fournissant des médicaments, des traitements et un soutien aux personnes et à leurs familles touchées par la maladie. Diana est restée un membre actif de l'organisation pendant sa vie. Outre les causes liées à la santé, la princesse Diana était profondément préoccupée par les causes sociétales, en particulier les masses pauvres et sans-abri de la société. Elle a donc cherché un moyen de les aider. En 92, elle est devenue mécène de Centrepoint, une organisation caritative visant à aider les jeunes sans-abri et à mettre fin à l'itinérance des jeunes au Royaume-Uni. Diana emmenait souvent ses fils avec elle lors de ses visites, reconnaissant combien il était important pour les princes de développer une conscience des difficultés et des injustices auxquelles sont confrontés tant de membres de la société. Diana était également une ardente défenseur contre l'utilisation des mines terrestres, qui laissaient des conséquences dévastatrices pour les personnes touchées. Lors de la visite de Diana en Angola avec la Croix-Rouge britannique, elle a rencontré le Halo Trust, une organisation caritative œuvrant au déminage des zones laissées pendant la guerre civile angolaise. Elle a collaboré avec eux pour mettre fin à l'utilisation des mines terrestres. Diana a également fait quelque chose de remarquable, traverser une voie déminée dans un champ de mines actifs. Cette marche emblématique à travers un champ de mines actifs a attiré l'attention des personnalités mondiales sur les dangers posés par l'utilisation des mines terrestres. Les efforts de Diana ont contribué à la campagne pour une interdiction internationale des mines terrestres. Un traité mondial sur les mines terrestres, le traité d'Ottawa, a été signé plus tard cette année-là, quelques mois seulement après la mort tragique de Diana en août 1997. Les allégations choquantes concernant la mort de la princesse Diana. Les autorités examinent maintenant la nouvelle et troublante allégation
selon laquelle elle aurait en fait été assassinée par le gouvernement britannique. Aujourd'hui, les fils de la princesse Diana poursuivent son travail caritatif. Son 20e anniversaire semble être le bon moment pour se souvenir de toutes les bonnes choses à son sujet. Alors qu'il s'efforce de poursuivre son héritage humanitaire en sensibilisant et en donnant une voix à ceux qui en ont besoin. Dans l'une de ses interviews les plus franches, le prince William de Grande-Bretagne a parlé de l'impact de la perte de sa mère. Il espère aider les autres en partageant ses pensées très personnelles. Ma mère aurait su qu'elle avait été trompée. Elle a été lâchée non seulement par un journaliste voyou, mais par des dirigeants de la BBC qui ont détourné le regard au lieu de poser les questions difficiles. Le prince Harry est activement impliqué dans le programme de sensibilisation au VIH-Sida. Alors que le prince William soutient Centrepoint, poursuivant le travail de leur mère, en 2007, il est devenu président par intérim du Royal Marsden Hospital, une unité de cancérologie infantile, une cause qui tenait à cœur à sa mère. Le prince William visait à visiter régulièrement l'hôpital et les patients jusqu'à aujourd'hui. Diana a laissé une empreinte incroyable sur le monde et sa mémoire continue d'inspirer des millions de personnes. Cela a montré que Diana avait laissé sa marque avant de disparaître et qu'elle continue de vivre alors que sa mémoire est chérie. Au cœur de chaque tempête, il arrive un moment où le silence parle plus fort que les mots. La voix de la princesse Anne, ferme et inébranlable, a tranché l'atmosphère pesante de la chambre privée. Elle a rappelé au roi Charles et au prince William que la monarchie n'était pas simplement une scène pour les luttes de pouvoir ou les griefs personnels. C'était avant tout un héritage bâti sur les sacrifices de ceux qui les ont précédés. Un héritage qui leur a été confié pour le préserver et non pour le détruire. Ces mots portaient le poids de l'histoire, mais aussi la tendresse d'une sœur et d'une tante qui avaient été témoins de trop de douleurs au sein de la famille. Pour Charles, ils étaient un écho perçant de la responsabilité qu'il ne pouvait plus différer. Pour William, ils étaient un rappel que le devoir exige parfois de la retenue, même lorsque le cœur brûle de ressentiment. À ce moment-là, tous les trois, liés non seulement par le sang, mais aussi par la fragile couronne qui liait leur destin, se tenaient à un carrefour. La révélation d'Anne était plus qu'une divulgation. C'était un plaidoyer pour l'unité avant que la tempête à l'extérieur ne les consume tous. Et alors que ces mots se sont installés dans le silence, il est devenu clair que l'avenir de la monarchie dépendrait non pas de qui céderait le pouvoir, mais de qui choisirait de protéger son âme même.